Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler l'ONDA. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À l'ONDA, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous vous invitons à tendre l'oreille pour élargir les horizons sonores. Aujourd'hui, nous accueillons Yann Calbeyrac, géographe et enseignant-chercheur à l'Université de Reims. Il était l'invité de la rencontre du 4 avril 2025, intitulée « Les nouveaux territoires d'écoute », organisée en partenariat avec Césarée, Centre national de création musicale. Dans cet échange, Yann Calbeyrac parle des territoires de l'émotion musicale et de la manière dont il tisse des liens entre son travail de géographe et le spectacle vivant. Un regard original, sensible, qui interroge notre manière d'écouter et d'habiter le monde. Ce récit est ponctué de 3 témoignages de professionnels présents lors de cette rencontre, qui partagent avec nous un souvenir marquant dans leur découverte des musiques de création. Des instants intimes qui prolongent la réflexion. Bonne écoute! Bonjour, je suis Loïc Guénin. Je suis musicien, compositeur. Je m'occupe avec une petite équipe d'une compagnie qui s'appelle Le Phare à Luciole et d'un lieu qui s'appelle Le Milieu, situé dans un petit village Saude en milieu rural et isolé. Mon premier souvenir, peut-être si je pense à vraiment, j'essaie de me rappeler, mon premier rapport aux musiques de création, c'est plutôt un rapport au son, plus qu'à la musique. Et c'est quand je suis petit, en fait, moi je suis fils de paysan. Et donc dans la salle de traite où mon papa faisait la traite des vaches, eh bien, il y avait toujours France Musique qui tournait sur une sorte de vieux haut-parleurs comme ça pendus au plafond. Et donc en fait il y avait souvent une musique en fond qui se superposait au son de la machine à traire. Ça crée un rythme comme ça. Parce que ça marche avec de l'air qui vient pomper comme ça et du coup qui passe dans les tuyaux. Plus souvent mon père qui sifflotait un peu au loin, le bruit des vaches qui marchent, qui avancent sur les passerelles. Peut-être aussi le son de la pluie parce que c'était dans le Berry, donc souvent il pleuvait sur la tôle comme ça au-dessus de l'étable. Et en fait j'aimais beaucoup écouter, je me souviens, cet amalgame, cette superposition, ce mélange, en fait, ce mixage de sons en temps réel. Et ça me plaisait beaucoup. Et je crois que c'est vraiment ça qui est mon premier souvenir comme ça d'une musique qui se crée en fait à l'intérieur de sa tête parce qu'on amalgame les sons, qu'on les superpose, qu'on les croise et qu'on entend un mixage comme ça naturel dans une acoustique tout à fait particulière. Raphaëlle Girard, directrice du TAP, le Théâtre Auditorium Cinéma, scène nationale de Grand Poitiers. J'ai un souvenir marquant de musique originale, très originale pour moi à l'époque, parce que j'avais quoi, 29 ans, hein. Aujourd'hui j'en ai 53. Ça s'appelait Gravité Zéro de Michel Redolfi. C'était dans le cadre de la Biennale Musiques en scène organisée par le Gramme à Lyon. Et moi, je travaillais comme saisonnière pour la billetterie de ce festival. Et il y avait dans ce festival Gravité Zéro, qui était un concert dans une piscine, à la piscine Garibaldi, qui est une magnifique piscine d'ailleurs des années 50. Et nous étions en maillot de bain dans la piscine. Il y avait une espèce de cage à écureuils, ce jeu pour enfants, dans la piscine qui faisait qu'on pouvait se tenir et rester en apnée sous l'eau.
Et il y avait de la musique sous l'eau qui était différente de à la surface. Donc, quand on n'avait plus d'air, on pouvait aller écouter le concert à la surface, puis retourner. Et alors là, c'était assez fou, les sons qui nous arrivaient quand on était sous l'eau, accrochés à cette cage à écureuils. Et quand on voyait aussi les autres spectateurs autour de nous, au ralenti comme ça, enfin voilà, c'était assez incroyable comme expérience. Yann Calbeyrac, géographe, enseignant-chercheur à l'Université de Reims. Pourquoi croiser la géographie et le spectacle vivant ? Eh bien, d'une part, c'est parce que je fréquente assidûment les salles de spectacle. Donc déjà, c'est un goût personnel. Et donc, j'en suis venu un petit peu aussi à me poser la question d'en faire un peu mon travail et mes recherches. Mais surtout parce qu'en fait, le spectacle vivant répond à une vraie question. En fait, mon travail de géographe consiste à interroger des situations qui mettent l'espace et les spatialités à l'épreuve. Donc l'espace, c'est le contenant, et puis les spatialités, c'est ce que les individus font avec l'espace. Et en fait, le meilleur exemple que j'ai trouvé pour comprendre, pour expliquer cette différence entre espace et spatialité, c'est le spectacle vivant. Parce que quand on rentre dans une salle de spectacle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une scène qui est vide, qui est aménagée pour le spectacle à venir, et puis quand ça commence, on voit des artistes, quelle que soit leur discipline, qui font avec l'espace pour faire de la danse, du théâtre, de la musique, peu importe. Et en fait, c'est vraiment le moment où on voit à l'œuvre espace et spatialité. Et en fait, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que les artistes expérimentent avec l'espace sans cesse. C'est-à-dire qu'en fait, on peut observer sur scène des choses qu'on ne pourrait pas observer hors d'un théâtre. Et c'est vraiment le moment où on peut pousser au maximum des raisonnements sur l'espace et les spatialités. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment à travers ces exemples, ces recherches menées par les artistes, de pouvoir en tirer un matériau pour mes propres recherches, pour comprendre en fait ce qui se passe dès lors que les individus sont confrontés à l'espace. La question de l'écoute m'intéresse, alors en particulier parce que je travaille depuis quelque temps avec Philippe Gordiani et on mène des projets avec Césarée, le Centre national de création musicale qu'il dirige. Mais c'est vrai que la question de l'écoute, c'est une question qui est particulièrement intéressante pour l'espace, puisqu'en fait on peut dire que l'espace commence dès lors qu'il y a de la distance. Et généralement, l'espace, on le mesure par rapport à la vue. Voilà, l'espace, c'est ce que l'on voit, et on voit une certaine distance. Et ben, en fait, on écoute aussi. Et c'est pas la même échelle de vision. On peut voir à plusieurs dizaines, centaines de mètres. On peut difficilement entendre à plusieurs dizaines, centaines de mètres. Ou alors, il faut avoir des dispositifs de musique amplifiée, de casque ou autre. Donc, en fait, on a une géographie qui est fondée sur la vue, et puis une autre qui est fondée sur le son. Et l'intérêt aussi, c'est de croiser les deux. C'est qu'on peut, par le son, créer de nouveaux types d'espaces, plus petits, plus grands. On peut fausser la représentation qu'on a, la perception qu'on a par les yeux avec un dispositif sonore approprié, ou au contraire, pouvoir, avec un son, projeter un autre imaginaire sur un espace qu'on a sous les yeux. Il y a quelques années, j'ai vu un spectacle, Néandertal, de David Jesselson, qui est très surprenant parce que ça commence par du noir. Ça dure peut-être 5 minutes, mais on a l'impression que c'est beaucoup, beaucoup plus long, et on est plus dans le noir. Et c'est très surprenant, c'est un peu désagréable pour le spectateur parce qu'on s'imagine plein de choses, et bien sûr quand la lumière s'allume, on s'aperçoit que tout ce qu'on avait imaginé, c'est pas du tout la situation. Et ben une expérience comme ça, voilà, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que le son peut nous dire ? Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut imaginer ce que l'on voit sur un espace avec le son ? Et en fait, on voit très bien que les deux vont de pair, hein, la vue et le son, mais que généralement dans le théâtre, c'est la vue qui l'emporte. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne voit pas, mais quand on écoute ? Et c'est tout le travail qu'on peut mener avec Philippe Gordiani, ça pose cette question-là. C'est voilà, qu'est-ce qu'on peut voir d'un espace ? Qu'est-ce qu'on peut s'imaginer d'un espace ? Est-ce qu'on peut créer un espace seul approprié dès lors qu'on l'entend et qu'on ne le voit pas forcément ? Moi, je suis géographe et je m'intéresse au spectacle vivant, mais à l'origine, je m'intéresse plus au théâtre. Et j'ai commencé à travailler par rapport au théâtre, puis la danse, c'est-à-dire des arts où la vue l'emporte sur le son. J'ai une pratique, quand j'étais jeune, j'ai appris la musique, et donc j'avais vu des concerts, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait dans les formes de spectacle, c'était d'abord, avant tout, le théâtre. Et le théâtre, il est quand même commandé globalement par le paradigme visuel, c'est-à-dire que c'est le metteur en scène qui organise le spectacle, et le créateur sonore n'est jamais qu'un
une personne qui est au service d'une vision, au sens propre, de ce que l'on voit du spectacle. Du moins, c'est comme ça qu'on le pense au théâtre. Et on a beaucoup de mal à mettre le son, l'oralité, donc non pas l'oralité, ce qui est oral, O-R-A-L, mais A-U-R-A-L-I-T, donc ce qui relève de l'écoute. On a beaucoup de mal à mettre l'oralité au cœur du projet. Et alors, moi, il y a toujours un exemple qui me surprend, c'est le prix des places de spectacle. C'est que quand on regarde la programmation et le prix des places, les meilleures places, c'est toujours les places où l'on voit le mieux. Donc c'est l'orchestre, c'est le prix balcon, alors même que c'est pas forcément les places où on entend le mieux. Enfin, les mélomanes disent que le meilleur endroit pour entendre un spectacle, c'est encore en musique, c'est les places qui coûtent pas cher en fait. Hein. Le dernier balcon, le poulailler, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais en fait, on voit bien que même pour les spectacles musicaux, quand on va à l'opéra, les places les plus chères, ce sont les places où on voit le mieux, mais pas forcément celles où on entend le mieux. En fait, ça renvoie à toute une question hiérarchique, une question politique. C'est qu'aujourd'hui, le mot théâtre, ça vient de l'observation. Hein. Le théâtre, historiquement, c'est les gradins depuis lesquels on voit le spectacle. Donc le théâtre, c'est le fait de voir comment est-ce que l'on fait aujourd'hui pour essayer de réinverser un système de valeurs pour qu'on mette l'écoute, l'oralité au cœur du théâtre. Ça oblige à repenser. Je ne parle pas de hiérarchie, mais en tout cas, ça oblige à repenser l'articulation entre les langages artistiques à une époque où il y a des hybridations de formes entre... on peut croiser les différents types d'art. Et donc justement, aujourd'hui, le travail des artistes nous permet aussi de redistribuer un peu ces formes-là. Et comment est-ce qu'on fait pour faire un théâtre qui peut être pleinement musical, mais où le son est tout aussi important que ce que l'on voit. Je m'appelle Camille Renat, j'ai 35 ans, je travaille à Lyon et je co-dirige le festival de musique contemporaine Superspective avec mon ami François Mardi-Rossian et je co-dirige également un nouveau projet culturel à Lyon qui s'appelle La Trinité et qui est une saison de musique ancienne et de musique contemporaine dans un très joli lieu de patrimoine qui s'appelle la Chapelle de la Trinité. Et alors ce matin, on nous a demandé de réfléchir à un souvenir marquant lié à la création musicale, à de la création sonore. Et en y repensant, en fait, le souvenir peut-être le plus marquant des 5 dernières années, c'est la découverte de Jean-Claude Rocher. J'ai appris dans le train, en montant à Reims pour cette journée, qu'il était mort il y a 2 jours. Et il se trouve que c'est à l'écoute de son travail de création sonore que j'ai reparamétré toute mon écoute musicale, mon idée même de ce que sont des objets musicaux. Et Jean-Claude Rocher, c'était un ornithologue et un audionaturaliste qui a vraiment innové dans plein de choses, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie sonore. Il enregistrait les oiseaux de tous les pays et tous les oiseaux en fait. Et au lieu de faire des guides d'illustration sonore pour aider les ornithologues à identifier les espèces, il a eu l'idée de faire des disques de concerts d'oiseaux en composant au sens propre du terme, c'est-à-dire en mélangeant ces différents enregistrements pour faire entendre la musique de la nature, la musique des oiseaux, et dans une idée art-science, quoi. C'est à la fois en respectant les milieux et ce qu'on pourrait appeler des biotopes sonores, et avec une logique de création pour que ce soit beau ou qu'on soit d'autant plus sensible à cette beauté-là qui disparaît. Et c'est les disques que j'ai le plus écoutés de ces 5 dernières années et avec lesquels j'ai le plus endormi mon petit garçon. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'Onda sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site internet onda.fr dans la partie Actualité et médias.